Un énorme train de marchandises traverse les Rocheuses à vive allure. Le conducteur ne tente même pas de ralentir sa course effrénée. Jack, are you there? Un train de passagers transportant plus de 100 personnes arrive en sens inverse. Oh my God! We're not getting any oxygen. We have the terrain alarm. Even for our Aero Peru 603. We are in an emergency. Le 8 février 1986, l'aurore boréale illumine la ville d'Edson en Alberta. Pour Jack Hudson, un conducteur de locomotive de 48 ans à l'emploi du Canadien national, conduire un train de marchandises a toujours été une passion. Après 16 ans de carrière, il sait maintenant à quel point son métier peut être exténuant. Puisque les trains de marchandises canadiens parcourent d'énormes distances, jusqu'à 12 équipes locales peuvent participer à un seul voyage. Jack Hudson fait continuellement l'aller-retour sur la portion de la voie ferrée qui relie Jasper, sa ville natale, à Edson, plus à l'est. À 22h50 hier soir, il est descendu du train en provenance de Jasper et a passé la nuit dans ce pavillon dortoir du CN à Edson. Il n'a dormi que 3h30. Il est prêt pour le retour à Jasper. Son serre-frein le rencontre à la gare. Tout comme Jack Hudson, Mark Edwards, 25 ans, habite à Jasper. Les deux hommes ont très peu dormi. Did you get some rest? Not much. Got a touch of the flu. Could use a full night's sleep. Hudson et Edwards prendront place dans la locomotive. Hudson conduira le train tandis qu'Edwards assurera le freinage et portera main forte à Hudson au besoin. Wayne Smith, 33 ans, est le chef de train. Ses collègues l'appellent Smithy. Ils complètent leur petite équipe. Smitty? Wayne Smith voyagera à bord du fourgon de queue. Il s'assurera que le conducteur de locomotive et le serre-frein sachent ce qui se passe à l'arrière du train. Les trois hommes sont des employés de longue date du Canadien national et ont parcouru ce bout de chemin de fer à maintes reprises. Le train numéro 413 est énorme, soit un peu moins de 2 km de longueur. Ces wagons sont remplis de céréales, de tuyaux de métal et de produits chimiques. Le train pèse près de 11 000 tonnes. Le train de marchandises ralentit à Edson, mais ne s'arrête pas. Puisqu'il faudrait beaucoup trop de temps pour le redémarrer, Hudson et Edwards embarquent alors que le train roule lentement pour entamer leur quart de travail le plus vite possible. Selon le Code de conduite du Canadien national, cette pratique enfreint les règlements, mais elle est tout de même courante chez les employés de chemin de fer. Le fourgon de queue est 2 km plus loin. Wayne Smith en profite pour examiner la cargaison et noter toute irrégularité sur les wagons ou leur chargement. All set, Jack. Clear signal leaving Edson. Clear signal leaving Edson. Wayne Smith doit rester en contact avec le reste de son équipe et s'assurer qu'elle obéit aux signaux le long de la voie ferrée.
Okay, he's got the brakes off. You're good to go. See you later. À 6h40, Jack Hudson accélère. Les moteurs diesel de 8000 chevaux vapeur tournent à fond. Le train se dirige vers l'ouest, vers Jasper. Les hommes retournent chez eux. Pendant que le train numéro 413 se dirige vers l'ouest, un autre train, 164 km plus loin, se dirige vers l'est. Le train de passagers supercontinental numéro 4 de Via Rail Canada est en route vers Edmonton. Plus de 100 passagers admirent le magnifique paysage des Rocheuses. James Haid, 36 ans, un assembleur d'automobiles, retourne chez lui en Ontario après une visite de 2 semaines chez sa famille à Vancouver. Le train est un lieu très intime. Nous sommes assis très près l'un de l'autre et nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs personnes et de leur parler. Je me souviens de 2 femmes que nous avons rencontrées pendant le souper. L'une d'entre elles était enceinte. Certains passagers dorment encore. James Haid s'assoit dans la voiture coach pour lire avant le petit déjeuner. C'est la 4e voiture du train. J'ai vu une femme avec son petit garçon. Il avait environ 3 ans. Il était impressionné par le paysage. Je me suis assis et j'ai ouvert le store pour profiter de la lueur du jour. Je lisais un livre de poche. Herbert Timpey, 61 ans, est l'agent de train et se trouve dans une voiture à l'arrière. Il voyage sur cette partie de la voie ferrée depuis 7 ans. J'assistais le chef de train en veillant sur les passagers. Next stop, Hinton. Le train de passagers s'arrête à Hinton. Le train de marchandises arrivera bientôt à la gare de Hargwin, 20 km à l'est de Hinton. À cet endroit, la voie ferrée se divise en 2 pour permettre aux trains de se croiser. Le train numéro 413 prendra la voie du haut, le train de Via Rail empruntera celle du bas. Jack Hudson approche de la fourche. Un feu de signal lui indique de ralentir. Smitty, we've got an approach limited signal at Hargwin. Next station, Dalehurst, over. Head end to 413, approach limited at Hargwin. Next station, Dalehurst, out. Ces mots seront les derniers que s'échangeront Jack Hudson et Wayne Smith. Le régulateur à Edmonton aiguille le train de marchandises. Le train numéro 413 s'engage sur la voie du haut. Martin Pedersen, 64 ans, s'apprête à déjeuner dans la voiture panoramique. Il se sent bien après une bonne nuit de sommeil. L'ex-pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale connaît bien le fonctionnement des locomotives. Il a détruit 36 trains ennemis en France. La veille, il a partagé ses histoires de guerre avec un autre ancien combattant à bord, Kenneth Cottle, 61 ans, un ex-soldat de la marine britannique. C'était en février. Je me dirigeais vers Edmonton pour me trouver un nouvel emploi. Tout comme Pedersen, Cottle s'est battu derrière les lignes ennemies pendant la Seconde Guerre mondiale. Les 2 hommes sont des survivants. On était très confortable. Il y avait peu de passagers à bord. Le soleil venait de se lever. Je voulais aller dans la voiture panoramique pour admirer le paysage. C'était peut-être notre dernière chance de le faire. Après tout, nous traversions les Rocheuses. 115 personnes sont à bord, mais le train n'arrivera jamais à Edmonton. La quiétude qui règne sera éphémère. Ils ne le savent pas encore, mais les passagers et l'équipage verront bientôt la mort en face.
Ce qui se passera dans la locomotive deviendra l'un des plus grands mystères de l'histoire ferroviaire canadienne. Les trains de marchandises et de passagers empruntent souvent les mêmes voies ferrées. Ces voies se divisent en deux pour de courtes périodes afin de laisser les trains se croiser en sécurité. Aujourd'hui, le train 413 longe la voie du haut. Les feux de signal lui indiquent de ralentir puis de s'arrêter. Le feu deviendra vert lorsque le train de passagers l'aura croisé sur la voie inférieure. Suite à son passage, le train du CN reprendra la voie principale. Mais le train 413 ne ralentit pas. Il descend une côte et passe les signaux d'avertissement. S'il ne s'arrête pas bientôt, il regagnera la voie principale à toute vitesse et percutera le train de passagers. Le train de Via Rail poursuit sa route vers l'est. Ses passagers ignorent le danger qui les guette. On sert le petit déjeuner à Martin Peterson. Le train de marchandises passe les signaux en trombe et ignore les 3 lumières rouges lui ordonnant de s'arrêter. Le train de 11 millions de kilos regagne la voie principale à 95 km à l'heure. Malgré son poids, il ne ralentit pas. Herbert Tempe fait une petite pause. Kenneth Cottle voit très bien la voie ferrée devant lui. Je parlais à un Anglais. Je faisais face à l'avant du train et je voyais très bien la voie ferrée au-dessus de son épaule. J'ai vu une lumière clignotante au loin. Je ne savais pas comment la voie était aménagée. Je croyais qu'il s'agissait d'un autre train qui longeait une voie parallèle. Pendant que je lisais, une femme est passée près de moi. Puis, boum. Les trains se percutent comme 2 béliers enragés. Leur vitesse combinée est de près de 200 km à l'heure. 70 wagons de marchandises foncent tour à tour sur le train de Via Rail. C'était comme une vague. Des wagons remplis de céréales, des tuyaux de métal de 9 mètres de long et d'1 mètre de large. Tout virevoltait dans les airs comme des jouets. L'impact de la collision projette l'un des wagons de marchandises dans les airs. J'ai eu l'impression que tout avait explosé. Comme une bombe atomique miniature. Il y avait un énorme nuage de fumée noire. Puis, tout est devenu noir. L'épaisse fumée nous empêchait de respirer. Je croyais mourir. Je m'étais fait à l'idée que j'allais mourir. Puis, boum. Dans l'Ouest canadien, un train de passagers a percuté de plein fouet un train de marchandises. La fumée envahit les voitures. Les passagers blessés sont coincés à l'intérieur. Herbert Tempe est l'agent de train de Via Rail. J'ai travaillé dans le domaine pendant 37 ans. Jamais je n'ai été témoin d'une telle catastrophe.
Les wagons de marchandises se sont arrêtés devant la voiture panoramique. S'ils avaient poursuivi leur chemin, ils auraient atterri sur nous. Un étage plus bas, Martin Pedersen tente de fuir les lieux, mais il a peine à voir devant lui. La fenêtre de la voiture a éclaté et les éclats de verre obscurcissent sa vue. Près de 2 kilomètres plus loin, le fourgon de queue du train numéro 413 s'arrête enfin. Wayne Smith, le chef de train, aperçoit d'énormes flammes au loin, mais ignore encore l'ampleur de la catastrophe. Front end 413. I think we're in the bush or we're derailed. There is a big explosion up here, and we have chemicals on the train, so stay away from it. Stay away from the dangerous goods. Mais ses collègues gardent le silence. Entre-temps, la fumée s'épaissit et les passagers tentent de s'évader des décombres. Pendant la guerre, j'ai appris à survivre en me fiant à mon instinct. La fenêtre à l'arrière de la voiture panoramique était fissurée. J'ai sauté sur le banc pour la fracasser avec ma tête. Puis j'ai dit aux autres de me suivre. J'ai regardé derrière moi et tout a pris feu. Un étage plus bas, Martin Pedersen réussit à fuir. D'autres passagers sont moins chanceux. Certains d'entre eux, comme James Haid, sont coincés dans l'incendie. Le toit s'est effondré. J'avais perdu mes lunettes. Je ne voyais rien et j'avais peine à respirer. Le porteur, qui se trouvait derrière le bar, a réussi à se frayer un chemin jusqu'à l'extérieur. Je l'ai suivi. Il était sous le choc. Je lui ai dit de se ressaisir car il fallait aider les autres, mais il n'y avait rien à faire. Incapable de voir sans ses lunettes, James Haid retourne tout de même dans la voiture pour sauver d'autres passagers. Dans le wagon de queue, Wayne Smith appelle le régulateur qui se trouve à Edmonton, 285 km plus loin. Herbert Tempe, l'agent de train de Via Rail, intercepte la conversation. There's cars and passenger coaches all over the ditch. And get an ambulance. And there's a whole bunch of cars on fire. You get that, dispatcher? I'm gonna walk up there and see if I can be of any assistance. What was the signal at Dalehurst when your head end called it? Pardon me? What was that signal on that signal at Dalehurst? Well, I was calling him for the signal at Dalehurst quite a few times, but I kept calling him and there was no answer. Well, it should have been red on the panel. Well, he must have ran it then, dispatcher, because I could not get a hold of him. I tried and I tried. Okay, all right. Entre-temps, James Haid tente de sauver le plus de passagers possible. Are you okay? I'm gonna help you. Il entend les cris des passagers coincés dans les flammes. La veille, j'avais mangé avec une femme. Je l'entendais crier. Pour que l'on sauve son bébé. Il ne peut sauver la mère et son enfant coincés sous les débris. C'était pénible. Les gens coincés dans les voitures hurlaient. Je n'avais jamais entendu de tels cris.
Un homme est retourné dans la voiture pour sauver son épouse coincée dans les flammes. Il est mort à ses côtés. Une autre femme près de nous avait perdu l'une de ses jambes. James Aid, faisant preuve d'un grand courage, retourne à l'intérieur. Malgré la chaleur intense de 660 degrés Celsius, il tente de sauver une autre victime. Il y avait un homme devant moi. La veille, j'avais aussi mangé en sa compagnie. Les flammes l'ont dévoré. Il a levé la tête. Mais on ne pouvait plus rien pour lui. Les gens qui se trouvaient encore dans la voiture étaient morts. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis sorti. Ce n'était pas à mon tour de quitter ce monde. Wayne Smith est anéanti. Il ne peut rejoindre ses amis dans la locomotive et a peine à comprendre les causes d'une telle catastrophe. Mark Linnell, policier de la Gendarmerie royale du Canada, est l'un des premiers secouristes sur les lieux. On m'avait parlé d'un déraillement et non d'une collision. J'étais étonné. Le sergent de la GRC était estomaqué. Il était muet. Il n'avait jamais vu une scène aussi catastrophique. Il s'agit d'un véritable désastre. Les photos prises sur les lieux démontrent l'ampleur de la destruction. J'étais estomaqué. Je n'en revenais pas. Je n'en croyais pas mes yeux. La collision est à 18 km de la ville de Hinton. Les ambulanciers arrivent 45 minutes plus tard. J'ai fait partie de la Marine royale britannique pendant 14 ans. J'ai vu plusieurs catastrophes causées, entre autres, par des terroristes. Je croyais avoir tout vu. Les passagers souffraient de blessures causées par les éclats de verre, de brûlures. Puis j'ai vu 2 corps enlacés. J'ai appris par la suite qu'il s'agissait d'un homme et de son épouse. J'étais très secoué. En aidant les passagers à s'éloigner des débris, Mark Linnell aperçoit un homme seul, muni d'une radio. Oh, hey, how's the front end doing? C'est le chef de train, Wayne Smith. I'm the conductor on the caboose. Is everything okay? Like, what happened? Like, did they make contact with the... We're still under investigation. Wayne Smith apprendra sous peu que ses collègues ont péri. I'm really sorry. Il était sous le choc. Le train était détruit et il y avait plusieurs morts. L'accident de Hinton est la pire tragédie ferroviaire à survenir au Canada depuis 1950. Les dommages s'élèvent à plus de 30 millions de dollars. 23 personnes ont perdu la vie et 71 sont gravement blessées. Wayne Smith est le seul survivant du train du CN, le seul qui sait peut-être comment le train de marchandises de 11 000 tonnes a pu percuter le train de passagers. On compte sur lui pour élucider ce mystère. Deux jours après la catastrophe, le gouvernement albertain lance une commission d'enquête menée par le juge René Foisy de la Cour d'appel de l'Alberta. À première vue, mon mandat était simple, découvrir la cause de l'accident. Mais c'était beaucoup plus compliqué, puisqu'il n'y avait aucune réponse claire.
Les trains de passagers et de marchandises empruntent souvent les mêmes voies ferrées sans incident. Que s'est-il passé? Au cours des 11 prochains mois, le juge Foisy convoque 150 témoins et experts pour élucider ce mystère. I think what has most surprised me is the complex procedures, the equipment, the overall complexity that we have to look at in running a railroad and what goes on in running a railroad. Pendant que Wayne Smith se remet de l'accident, le juge Foisy se met au travail. Il analyse tout d'abord le fonctionnement des signaux. S'ils ne fonctionnaient pas, l'équipe du train de marchandises n'aurait jamais su qu'elle devait s'arrêter. Le Canadien national a analysé en profondeur son système de signalisation et prouvé qu'il fonctionnait. Nous avons engagé des experts indépendants pour effectuer ces tests. Suite à l'accident, les commandes des feux de signal sont restées en place. Eugene Couch, un ingénieur électricien, a le mandat de les analyser. Un problème dans le système aurait pu faire passer le feu au vert, avisant le train de poursuivre son chemin. Un défaut électrique n'aurait pas fait s'allumer le feu vert. S'il y avait eu un défaut dans le système, tous les signaux seraient devenus rouges, ce qui aurait forcé les deux trains à s'arrêter. Nous avons conclu que le système des feux de signal fonctionnait comme prévu. Le juge Foisy croit que le train de marchandises a ignoré les feux rouges. Un problème mécanique a peut-être causé l'accident. Suite à l'accident, le chef de train Wayne Smith déclare à la GRC que sa radio fonctionnait mal ce matin-là. Jack Hudson et Mark Edwards n'ont peut-être jamais pu avertir Wayne Smith d'un problème mécanique. La commission d'enquête analyse les radios portatives des trois hommes. On a analysé la radio du train de marchandises. Celle-ci répondait à nos exigences. Malgré tout, un autre problème est possible. Plusieurs employés du CN prétendent qu'il existe des zones mortes le long du réseau ferroviaire où les communications radio sont impossibles. And it's not a dead spot that's there 365 days out of the year. Sometimes you can hear a train from Dalehurst at Hardwin. Sometimes you can't. Some radios are stronger, some are weaker. On a ensuite analysé les communications entre la locomotive et le fourgon de queue à l'aide de radios semblables à celles utilisées lors de l'accident. On a conclu que les radios fonctionnaient de manière satisfaisante. L'épreuve était concluante. Il n'y avait pas de zone morte à cet endroit. Si les feux étaient rouges et que les radios fonctionnaient, pourquoi les deux trains sont-ils entrés en collision? Le juge Foisy analyse donc les détecteurs de boîtes chaudes. Situés près des rails, les détecteurs surveillent la température des roues et des essieux et enregistrent la vitesse des trains lors de leur passage. Les données des détecteurs de boîtes chaudes sont étonnantes. Lorsque l'avant du train a passé devant le détecteur après avoir quitté Arguin, le train voyageait à un peu plus de 60 km à l'heure. Lorsque le fourgon de queue a franchi le détecteur à son tour, le train roulait à plus de 74 km à l'heure. Malgré les feux lui indiquant de ralentir, le train accélérait. On a déterminé que sur les 8 derniers kilomètres, le train roulait entre 95 et 98 km à l'heure. De plus, le train n'a jamais freiné avant l'impact. L'équipage roulait trop vite et a ignoré tous les feux lui indiquant de ralentir. Il n'a jamais freiné. Selon toute indication, personne ne maîtrisait le train. On ne comprend pas pourquoi personne n'a freiné. Aucun problème mécanique n'est en cause. Le juge Foisy se penche alors sur les membres de l'équipage. Jack Hudson, le conducteur de locomotive, a-t-il causé l'accident? Après avoir analysé ses dossiers médicaux et interrogé ses proches,
Le juge fait une découverte troublante. « 23 personnes ont perdu la vie lors d'une collision entre deux trains dans l'Ouest canadien. Selon la commission d'enquête, aucun problème mécanique n'a causé ce tragique accident. Le juge René Foisy analyse maintenant le dossier de Jack Hudson, le conducteur de locomotive et employé du CN depuis 16 ans. En analysant ses dossiers médicaux, il fait une découverte déconcertante. Monsieur Hudson était très malade. Il était alcoolique. Il souffrait d'hypertension artérielle et de diabète. Il a souffert d'une pancréatite l'été précédent l'accident et a dû porter un sac pour colostomie pendant plusieurs mois. Le juge Foisy se demande si l'état de santé de Jack Hudson aurait pu contribuer à l'accident. Jack Hudson est décédé dans l'accident et ses blessures étaient telles qu'il était impossible de déterminer s'il avait subi une crise cardiaque, un AVC ou tout autre malaise grave qui aurait pu affecter ses capacités. Mais l'analyse toxicologique n'a décelé aucune trace d'alcool ou de drogue. Il souffrait de plusieurs problèmes de santé. De plus, il avait des problèmes personnels. Mais ceux-ci semblaient sur le point de se résoudre. Jack Hudson n'était pas le genre d'homme qui tuerait une vingtaine de personnes et en blesserait près d'une centaine volontairement. On a donc éliminé la thèse du suicide. Si Jack Hudson avait subi un malaise cardiaque, pourquoi Mark Edwards, le cerf-frein, n'aurait-il pas réagi? Les enquêteurs ont une réponse plausible. Did you get some rest? Not much. Got a touch of the flu. Could use a full night's sleep. Peut-être s'était-il endormi. Alison Smiley est une experte des troubles du sommeil et de la fatigue. Jack Hudson n'a pas dormi plus que 3 heures et demie. Seulement 3 heures et demie se sont écoulées entre le moment où on l'a vu, avant qu'il se couche, et celui où on l'a revu après son réveil. Le cerf-frein souffrait d'une grippe et n'avait dormi que 5 heures. Wayne Smith avait lui aussi dormi environ 5 heures. C'est nettement insuffisant. Il est possible que les 3 hommes dormaient et qu'ils n'aient pas vu les feux leur signalant de s'arrêter. Leur horaire était très varié. Parfois, ils travaillaient de nuit et le lendemain, ils pouvaient travailler l'après-midi. Ils souffraient donc d'un décalage permanent, car leur corps n'avait jamais le temps de s'adapter au changement d'horaire. Puisque les employés voyagent longtemps et parcourent le même trajet continuellement, il est difficile de rester éveillé. Le mouvement du train et la monotonie des rails ont un effet très soporifique. Peu importe la motivation des employés, ils risquent fort de s'endormir. À l'époque, plusieurs trains étaient munis d'un dispositif de sécurité pouvant arrêter le train si le conducteur mourait ou s'endormait, le dispositif d'homme mort. Le conducteur doit laisser son pied sur la pédale pour empêcher le train de s'arrêter. S'il n'appuie pas sur la pédale pendant quelques secondes, celle-ci émettra un signal d'avertissement. S'il ne réagit pas, le train s'arrêtera. Mais le juge Foisy constate que la plupart des conducteurs déjouent ce dispositif. Plusieurs des conducteurs prétendaient qu'il était très pénible de garder le pied sur la pédale pendant un long trajet. Parfois, ils posaient leur boîte à lunch ou un objet suffisamment lourd pour aller se dégourdir les jambes. Malheureusement, ils se fiaient trop souvent à de tels subterfuges. Même si Jack Hudson et Mark Edwards s'étaient endormis dans la locomotive tout en déjouant la pédale,
Wayne Smith, assis dans le fourgon arrière, aurait pu prévenir la catastrophe. 2 mois après le début de la commission d'enquête, Wayne Smith témoigne enfin. Les médecins l'avaient empêché de témoigner auparavant, citant le traumatisme causé par l'accident. Le juge Foisy et les membres de la commission d'enquête entendront enfin la version des faits de Wayne Smith. J'étais assis dans le fourgon arrière et je regardais par la fenêtre lorsqu'on a passé le panneau numéro 169. C'est à ce moment que j'ai appelé mes collègues pour leur demander de quelle couleur était le signal d'approche à Dalehurst. Head end of 413, what indication do you have at the Dalehurst approach signal 1703, over? Jack Hudson et Mark Edwards devaient répondre pour indiquer à Smith qu'il devait ralentir. Head of 413, can you hear me, over? Je les ai appelés 3 ou 4 fois, mais ils ne m'ont jamais répondu. Ma radio grise ne fonctionnait pas. What's the indication at signal 1703, over? Le témoignage de Wayne Smith est surprenant. La commission d'enquête a déjà établi que les radios fonctionnaient. Lorsque le juge lui demande à quelle vitesse roulait le train, Wayne Smith le surprend à nouveau. J'ai senti le train ralentir. Je crois qu'on a effectué le virage à moins de 80 km/h. Mais selon les détecteurs de boîte chaude, le train roulait à 96 km/h et il n'a jamais freiné. J'ai tenté de les appeler avec la radio rouge. Jack, how's the Dalehurst approach signal 1703? J'ai appelé 3 ou 4 fois sur la fréquence numéro 1. Il ne m'a jamais répondu. J'ai donc essayé d'autres fréquences. Une fois de plus, le témoignage de Wayne Smith cloche. Aucun agent de train des environs n'a entendu les appels de Wayne Smith. Ce dernier affirme qu'il tentait encore de joindre Jack Hudson lorsqu'il a passé les signaux lui indiquant de ralentir. Jack! Wayne Smith sait que les prochains signaux seront probablement rouges et que le train devrait s'arrêter. Jack Hudson ne répondait pas et le train roulait encore à vive allure. À 2 pas de lui se trouvait un frein d'urgence, mais il ne l'a jamais actionné. Jack, are you there? Wayne Smith prétend que malgré le silence de Jack Hudson, il a simplement continué à l'appeler plutôt que de réagir. Front end, Jack, come in. Pourquoi n'avez-vous jamais freiné? J'étais convaincu que le conducteur maîtrisait la situation. J'étais convaincu qu'il avait effectué toutes les manœuvres nécessaires. Je n'ai jamais ressenti le besoin de freiner. À ce moment, je croyais que tout allait bien. Vous savez très bien que lorsque la radio ne fonctionne pas, c'est votre devoir d'obéir au feu de signalisation. J'aurais freiné en dernier recours. Il n'a jamais freiné puisqu'il n'en ressentait pas le besoin. C'était son témoignage et j'avais peine à le croire. À quel moment aurait-il réagi à la situation? Les déclarations de Wayne Smith sont troublantes. Ses collègues ne répondaient pas à ses appels et le danger était imminent. Pourquoi Wayne Smith n'a pas réagi? Le juge Foisy est prêt à clore l'enquête et à nommer les coupables de cette catastrophe. La commission d'enquête sur une des pires catastrophes ferroviaires du Canada est terminée. 23 personnes ont perdu la vie lorsqu'un train de marchandises a violemment percuté un train de passagers près de Hinton, en Alberta. Le juge René Foisy a examiné toutes les causes possibles, du problème mécanique à l'erreur humaine. Il est prêt à publier son rapport sur la catastrophe. Son rapport de 205 pages répartit le blâme sur plusieurs personnes et nomme tous les coupables. Jack Hudson, le conducteur de locomotive, a ignoré les feux rouges qui lui signalaient de s'arrêter avant d'emprunter la voie unique.
Si Hudson était incapable d'accomplir ses tâches, le serre-frein aurait omis d'intervenir et aurait aussi ignoré les feux lui signalant de s'arrêter. Wayne Smith, le chef de train, est aussi coupable. Il a enfreint les règlements lorsqu'il n'a pas freiné malgré le silence de ses collègues. Le juge conclut qu'il ne peut se fier à son témoignage peu cohérent. I wasn't sure what had happened, and I went to my back desk. I jumped on from the cupola and ran for. It seemed like we were just keeping going. There was no immediate stopping. The caboose kept sliding. Le juge Foisy souligne que tout comme Jack Hudson et Mark Edwards, Wayne Smith était épuisé ce matin-là. I just wanted to get home, actually, at the time. Mais selon Foisy, l'équipage du train n'est pas le seul coupable. Selon son rapport, Jack Hudson aurait pu souffrir d'une crise cardiaque ou d'un AVC avant l'accident. Mais le Canadien national connaissait ses antécédents médicaux. Il avait accumulé entre 40 et 50 points d'inaptitude. Le CN congédie les employés qui en accumulent 60. Lorsqu'il a atteint ce niveau, il a commis d'autres infractions pour lesquelles il n'a jamais été puni. Le juge Foisy souligne que les employés ignorent souvent les règlements. Ils déjouent régulièrement le dispositif d'homme mort et montent à bord des trains sans que ceux-ci ne s'arrêtent. On a conclu que la gestion du Canadien national faisait preuve de complaisance et de laxisme. On doit établir des règlements, les appliquer et les respecter. Si l'on devient trop complaisant, la situation devient problématique et ce genre de catastrophe risque de se reproduire. Le juge exige que le CN améliore son équipement de sécurité et recommande que l'on munisse tous les trains de dispositifs de remise en service automatique. Ces dispositifs sont plus complexes que le dispositif d'homme mort. Si le conducteur ne prête pas attention continuellement au train, le dispositif émet un signal puis arrête le train. Ces dispositifs ont fait leur preuve à quelques reprises depuis la catastrophe de Hinton. Une étude effectuée 10 ans après l'accident a démontré que 90% des conducteurs du CN ont été réveillés par un signal d'avertissement au moins une fois. Le Canadien national réagit au rapport de la commission d'enquête en créant l'un des programmes les plus sophistiqués au monde pour contrer la fatigue. Les employés ne travaillent plus sur appel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On ne décourage plus les siestes. On a créé de nouveaux pavillons dortoirs en plus d'avoir amélioré les anciens. Mais pour les victimes de la catastrophe de Hinton, ces changements apportent peu de consolation. Je me souviens encore des gens qui sont morts et de mes amis qui étaient à bord. Ça me chagrine vraiment. L'accident s'est produit il y a plus de 20 ans déjà. Et je suis toujours ici. J'ai eu beaucoup de chance. Ce n'est pas de la chance. C'était une terrible catastrophe et beaucoup trop de gens ont souffert. J'ai encore beaucoup de peine. La vie ne tient qu'à un fil. Un tel accident peut secouer toutes nos croyances. Ce n'est pas de notre faute. Mais la vie nous apporte souvent son lot de misère. Mais on peut aussi se remettre d'un tel événement. Il faut toujours regarder vers l'avenir.